D'accord. Voilà. On est de nouveau là. Bienvenue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire Saint Aristote parce que il n'est pas qu'un. Un jour viendra. D'accord. Voilà, donc on ne dit pas. On était à la conclusion des principaux problèmes, n'est-ce pas? Secteur premier, la logique. La conclusion 6, 110, non, c'est quand même 110, hein? C'est ça exactement, ouais, c'est ça. Les idées sont les similitudes, donc c'était la conclusion qu'on a vue la semaine dernière. Les idées sont les similitudes internes, c'est dans ma tête, des choses qui sont en dehors de ma tête, par lesquelles celles-ci, ces choses, donc la réalité, nous sont présentées devant l'esprit, de manière que nous puissions raisonner sur elles. Donc pas comme les animaux. Et donc on acquérit la science, la connaissance certaine. Une connaissance est certaine. Ce sont les idées. Alors, les images sont les similitudes internes, encore dans ma tête, des choses, donc de la réalité, cernible, donc qui est sensible, par lesquelles celles-ci nous sont présentées comme nous les ont montrées d'abord nos sensations, dans le sens extérieur d'abord et ensuite intérieur. 5 sens extérieurs et quelques sens intérieurs. On va encore voir quels sont les sens intérieurs, la fantaisie, voilà, l'imagination. Les mots, c'est encore une troisième chose, signifient directement les idées que j'ai en tête, je les explique, en évoquant, pardon, signifient directement les idées en évoquant en même temps des images. Donc les mots signifient les idées et les images. Donc finalement, chronologiquement, c'est pas vraiment comme il fallait faire, hein. Il fallait d'abord parler des images, parce que les images donnent d'abord les sens, l'image, ensuite les idées, ensuite les mots. Bon, je ne sais pas pourquoi il avait cet ordre-là, peut-être par la dignité, il a mis par l'ordre de dignité, mais chronologiquement, psychologiquement, c'est plutôt d'abord des images, ensuite les idées, ensuite les paroles. On ne peut pas parler avant d'avoir l'idée, si on ne dit rien, on dit blablabla. Euh, et on ne peut pas avoir des idées si on n'a pas eu d'abord les images. On ne peut pas parler des images si on n'a pas eu les sensations, la capture, la capture de par le sens. Voilà, alors on commence un autre point. Si l'on compare après cela les choses telles qu'elles sont présentées par les idées, là on va considérer, la philosophie à considérer comment on connaît. On est plutôt dans la critériologie, dans la logique majeure. Comment on connaît? Donc on va comparer les choses telles qu'elles sont présentées par les idées, telles que. Est-ce qu'elles sont représentées totalement ou partiellement En tout cas, elles sont représentées. Elles sont représentées. Donc le représentant, c'est toujours autre chose que ce qui est représenté. L'ambassadeur, c'est pas la France, mais c'est la France en tant que dignité. Il représente la France, dans ce sens-là, c'est la France. Mais l'ambassadeur, cet homme, ce n'est pas la France qui est un pays. Un homme n'est pas un pays. Vous voyez? Donc on va voir les choses, donc la réalité, mais telles qu'elles sont représentées dans l'idée. Et les choses aussi, pardon, telles qu'elles sont présentées par les sensations ou les images. Là, il met encore l'un avant l'autre. Il va par dignité, mais pas par psychologie.
est présenté par les sensations ou les images. Donc, quelle est la différence et quelle est l'égalité entre l'image que j'ai de la chose elle-même? Donc, il va vérifier, vous voyez de quoi n'est pas capable l'intelligence humaine, hein. Elle est même capable, la philosophie est même capable de faire un retour. On est en train de faire des retours. Parce qu'on connaît par les sensations et par les images et par les idées. On vient de le voir. Donc cette connaissance, on va maintenant la diriger vers les images et les idées et les sensations. Pour voir pour autant que ça corresponde l'un avec l'autre. Il est aisé, bon, j'espère, n'est-ce pas, que c'est aisé, mais un animal n'est pas capable de faire ça. C'est typiquement, c'est vraiment la philosophie, c'est faire des retours. C'est typiquement philosophique. Il est aisé de voir qu'elles se distinguent les unes des autres. Donc il n'y a pas égalité totale, donc il y a une distinction à faire. Une distinction, ce n'est pas une séparation. C'est partiellement une séparation et partiellement une inégalité, une distinction. Comme on distingue en l'homme l'âme et le corps. On ne sépare pas, sinon c'est la mort. Il faut distinguer dans l'homme l'âme et le corps. Sinon on est nominaliste, c'est la catastrophe. Ceux qui n'ont pas distingué les deux sont tombés dans des erreurs. Par exemple, les nominalistes, les Augustins, oui, et Luther. Ça a originé, donné naissance aux erreurs de Luther. Il est aisé de voir qu'elles se distinguent les unes des autres par un certain caractère d'importance capitale. Donc il y a quand même une distinction capitale. On a déjà vu l'autre fois que les choses sont du matériel, par quel elles existent, c'est dans la substance, et elles sont quelque chose, c'est la forme, et c'est dans l'essence, ce que c'est. Ce que c'est l'essence, la forme, et que c'est, que ça existe, c'est donné par la matière. Ça fait que cette essence est une substance. Ça veut dire que ça existe en soi-même. Autonomique, autonome. Quoique ça dépend tout de Dieu. Parce que si Dieu oublie un moment de penser à nous et des choses, il tombe dans le néant. Mais donc, si on considère ça, n'est-ce pas, il y a quand même une certaine autonomie de certaines choses par rapport à d'autres. Par exemple, le blanc est toujours un accident. Le blanc n'existe pas en soi. C'est toujours quelque chose qui est blanc. Donc la blancheur n'est pas une substance. Hein. Mais un homme, c'est une substance. Ça peut être un homme un tel, il existe en soi. Mais la blancheur en soi, ça n'existait pas. C'est toujours une autre substance qui est blanche. Le mur est blanc, la feuille est blanche, l'homme est blanc, voilà. Donc il y a toujours quelque chose qui est blanc. Mais la blancheur n'existe pas. Mais donc, alors, de la substance, c'est quelque chose qui existe autonome. D'une certaine façon, enfin, d'une certaine mesure, hein, pas par rapport à Dieu, mais par rapport à d'autres choses. Donc, il y a une distinction les unes les autres par un certain caractère d'importance capitale. On a déjà vu que les choses qu'on connaît, n'est-ce pas, ont une autre manière d'être dans la réalité extra-mentale que dans mon intelligence. J'ai des idées en tête, mais bien sûr d'une autre manière que les idées, que ce qui représente ces idées sont en réalité. Je vois cette armoire devant moi, eh bien, cette armoire, je peux l'avoir en tête, je peux l'avoir en imagination, je peux avoir une idée d'une armoire, cette armoire-là, n'est-ce pas? Donc, elle est dans ma tête, mais pas de la même manière qu'elle est là, sinon ma tête serait trop petite, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, on a déjà vu cette distinction-là. Alors, je pense qu'il va encore développer cette affaire. Si j'évoque en moi l'image d'un homme, donc un homme concret, parce qu'une image, c'est toujours quelque chose de concret. L'image, c'est quelque chose de sensible intérieurement, et ça c'est originé par une image extérieure, donc une image d'essence extérieure qui capte des choses dans la réalité. Un animal peut aussi avoir des images, de l'image. Donc l'image d'un homme, par exemple,
si j'évoque en moi une image d'un homme, c'est toujours un homme concret. Je ne peux pas m'imaginer l'homme. Je peux avoir l'idée de l'humanité d'un homme, mais pas l'image d'un homme, de l'homme en moyenne. Je ne peux pas m'imaginer un homme moyen. Sinon, je m'imagine encore un homme concrètement qui a à peu près la moyenne taille et la moyenne figure. Mais c'est toujours un homme concret encore, j'imagine. Avec tel nez, tel yeux, telle couleur. Donc, si j'évoque en moi l'image d'un homme, par exemple, je vois apparaître en mon imagination, sous des contours plus ou moins vagues ou plus ou moins simplifiés, tel ou tel homme en particulier. Voilà. Tel ou tel. C'est toujours concret, c'est ça. Il est blond ou brun, noir, grand ou petit, blanc, etc. Mais si je forme l'idée de l'homme, comme lorsque je dis par exemple l'homme est supérieur aux animaux sans raison, je peux m'imaginer, je peux former cette idée de l'homme. Je peux penser à l'homme. Alors, c'est pas nécessaire que je pense à un homme en concret, parce que c'est un homme, mais je parle de l'homme, tout homme existant et pas encore existant, qui pourrait exister, qui n'a jamais existé, que je ne connais pas. Mais alors, je me concentre sur ce que c'est l'homme, l'essence de l'homme. Je pense à ça, l'essence de l'homme. Ce qui fait, c'est que l'homme soit un homme. Alors, si je pense à l'homme, je pense à son essence. Donc, l'homme est supérieur aux animaux sans raison. Je pense aussi aux animaux sans raison en tant que. Hein, je pense à cette définition. Finalement, je me fais une définition. Ou je pense à cette définition, finalement. C'est ça la définition. Où les blancs et les noirs sont également hommes. Voilà. Alors, je parle encore en général. Je ne parle pas à un blanc particulier ou à un noir particulier. Et je me pense à homme, encore, et homme. Cette idée, donc, de l'homme, ne me présente aucun homme en particulier, même si je pourrais m'en servir. Mais c'est pas ça mon idée. L'image sert toujours, est toujours là, comme la servante de l'idée, c'est la servante. Mais si j'ai des images de plusieurs hommes, j'ai pas encore l'idée de l'homme. Mais si j'ai l'idée de l'homme, c'est autre chose que l'image. Parce que l'idée, c'est une définition, ça peut s'appliquer à tous les hommes. Mais si des images d'hommes, ça ne peut pas s'appliquer à tous les hommes. Parce que j'ai une image concrètement un grand ou un petit, et pas tous les hommes sont grands ou tous sont petits. C'est vrai. Alors, donc cette idée ne me présente aucun homme en particulier. Elle laisse de côté tous les signes individuels qui distinguent cet homme-ci de cet homme-là. C'est ça l'idée du Zen. Elle en fait abstraction. C'est très important l'abstraction dans la philosophie, n'est-ce pas, et pour l'homme. C'est l'abstraction qui est finalement l'œuvre par excellence de l'intelligence qui est spirituelle. C'est un travail de spiritualisation, c'est pas la chose, la connaissance. Et ça fait la différence avec l'homme et l'animal, et ça nous rend semblables à l'ange et Dieu. L'abstraction, le fait qu'on peut abstraire, c'est justement la preuve qu'on a une âme spirituelle. Parce que c'est spirituel, ça veut dire c'est abstrait de la matière, donc c'est spirituel. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est esprit, ce n'est pas de la matière, et tout ce qui est pas c'est matière, c'est pas c'est de l'esprit. Donc on pourrait définir l'esprit de manière négative en disant c'est tout ce qui est pas matière, qui existe et qui n'est pas matière. Donc si on est capable de faire quelque chose de spirituel, c'est la preuve qu'on est esprit, qu'on est esprit. Parce que agere sequitur esse. Agere, donc pense être abstraire, sequitur esse, être un esprit. Donc, si on est capable de faire des choses spirituelles, d'abstraire, ça veut dire qu'on est esprit. Donc, c'est très important, c'est très important dans l'acheminement de la preuve que l'âme existe, qu'elle est spirituelle et éternelle. C'est ça. On peut prouver que l'âme existe, qu'elle est spirituelle et éternelle. Et si on a prouvé ça, on a beaucoup prouvé déjà, hein, parce que si l'âme est éternelle, il faut en prendre soin. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors les gens sont obligés de réfléchir. Donc il y a la preuve, pas donnée par Aristote, il n'est pas allé si loin, mais il a donné quand même les éléments.
suffisant pour faire cette conclusion. Mais il n'a pas fait ce raisonnement explicitement dans ses œuvres, mais saint Thomas l'a fait, bien sûr. Voilà, donc je m'arrête ici parce que l'abstraction, c'est très important. Hein. Donc, là, donc l'esprit, l'intelligence fait abstraction de cet homme, ni de cet homme-là, quand elle pense à l'homme comme idée. Elle en fait abstraction, comme disent les philosophes. La preuve en est qu'elle s'applique en restant absolument la même. Donc l'intelligence reste la même. L'intelligence ne change pas si vite en quelques secondes, n'est-ce pas? En restant absolument la même, et sans que j'ai à modifier en rien aux individus les plus variés, non plus, je ne vais pas changer l'intelligence ni les choses en soi. Sancho Panza, donc cette figure dans Don Quichotte, est homme comme Don Quichotte est homme. Ils n'ont jamais existé. Hein. Mais même s'ils n'ont jamais existé, c'est un homme imaginaire, c'est encore un homme. Ça représente un homme. Mais je pense que ce sont des gens qui ont existé, mais que Cervantes les a romantisés. Hein. Ce sont des gens qu'il a pris, mais qu'il a pris des exemples dans la vie, mais il a un petit peu, on a jeté quoi, de la sauce. Hein. De plus, si nous passons en revue les diverses sciences, c'est-à-dire les divers systèmes d'idées par lesquels nous connaissons le réel, nous constatons qu'aucune ne porte sur l'individuel comme tel. L'individuel comme tel, comme individu. La chimie n'étudie la chlore ou l'azote, donc des éléments, n'est-ce pas, anorganiques, la chlore ou l'azote par exemple, que dans ce qu'il y a de commun à toutes les molécules individuelles de chlore ou d'azote. Donc il y a quelque chose de commun qui peut être considéré. Donc elle fait déjà un premier degré d'abstraction de l'individuel. Il n'y a aucune science qui s'occupe de l'individu en tant qu'individu. Peut-être oui, peut-être la criminologie, pratique. La police va rechercher un homme, un individu. Quel individu? Elle va l'étudier. Mais ça, c'est tout à fait. C'est pas vraiment considéré comme une science, c'est comme voilà, une recherche criminelle en justice. Il faut bien qu'il en soit ainsi, car l'individuel comme tel n'est pas explicatif. Ah oui. Ici, on touche encore un autre mystère, c'est que l'individuel, en tant qu'individu, il a tellement d'infinité d'éléments, n'est-ce pas, qu'on a du mal, et puis pratiquement c'est impossible de dire tout de son individualité. Tout. Parce qu'alors, il faut entrer dans les molécules et dans les quarks, n'est-ce pas, pour dire tout ce qu'il a d'individuel. On n'a pas même encore trouvé la fin du microcosme. Donc, on va s'arrêter aux formes qu'on va chez lui. Si on a assez de formes en lui, sa quantité, sa couleur, ses qualités, etc., ses relations, etc., donc toutes les catégories, n'est-ce pas, qu'on va voir plus tard. Si on a assez de formes trouvées en lui, n'est-ce pas, qui le rend distinct de tous les autres individus, pour nous, ça suffit, pour le connaître en tant qu'individu. On ne va pas se perdre dans la matière, n'est-ce pas. La matière est quelque chose d'infini. Hein. Saint Thomas se pose la question, est-ce qu'on peut couper la matière à l'infini, oui ou non? Il dit oui, parce qu'on a toujours des quantités, une qualité de la matière, c'est d'être quantité. Donc la quantité, c'est une qualité de la matière. Et la quantité, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une certaine quantité. Donc une certaine quantité, on peut toujours concevoir la moitié, toujours. Et la moitié, encore la moitié, donc c'est un infini. Donc on ne pourrait jamais connaître, puisqu'on peut diviser à l'infini, on ne pourrait jamais connaître l'individu parfaitement comme Dieu le connaît. Donc l'individu en tant qu'individu a quelque chose d'infini, à cause de l'infinité débile finalement de la matière.
Mais c'est pas important pour nous non plus. Et ça donne pas raison à Kant. Je dis en marque, n'est-ce pas? En allemand, Kant, ça veut dire justement la marque de Kant, un jeu de mots. Je dis en marche, n'est-ce pas, sur Kant, que Kant a dit on ne peut pas connaître la chose en soi. Donc il n'a pas totalement tort, mais il a tort quand même. On peut connaître la chose en soi, mais pas vraiment l'individualité en tant qu'individualité jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? Et les Allemands sont vraiment atterrés par ça, par la matière. Hein. Les Allemands sont des matérialistes, quoi. Ce sont des gens très pratiques qui sont toujours occupés avec la matière. Pour eux, l'idée est importante en tant qu'elle est incarnable. Ou incarnible, qu'est-ce que incarnable, on dit ça? On peut l'incarner, on peut la réaliser, réalisable. Oui. Non, non, réalisable. Une idée doit être. Donc c'est pour ça que pour eux, l'économie est très importante. L'économie allemande, c'est magnifique, hein, c'est travail. Pour eux, ils s'occupent des idées qui sont réalisables. Le français peut penser de tout, n'est-ce pas? On peut passer le temps sur la culture, des choses inutiles, des choses qui sont pas réalisables, des choses qui sont purement théoriques, n'est-ce pas? Le français peut passer, le latin peut passer le temps à penser à ça, n'est-ce pas? L'allemand, il va dire à quoi ça sert? Ça sert à rien, on ne s'occupe pas. Il est surtout intéressé par des choses réalisables. C'est le côté matériel, pratique, n'est-ce pas, de l'allemand. Tout le monde a son. Et c'est un génie, n'est-ce pas? Leurs voitures, l'économie, elles sont supérieures. Hein, Mercedes, il arrive à incarner des idées, n'est-ce pas? Mieux qu'un autre. Et ils sont portés là-dessus, c'est leur truc, n'est-ce pas? C'est leur truc. Et vous voyez, c'est l'erreur des Allemands. De Kant, ça va dans ce sens. C'est le diable qui va dire, c'est toujours exagéré dans une qualité, n'est-ce pas? Ça devient un vice. Donc Kant, puisque c'est vrai, puisque l'individualité, n'est-ce pas, on ne peut pas connaître à fond en tant qu'individualité parce que la matière est quelque chose de débilement infini, n'est-ce pas? Alors il peut dire, je ne peux pas vraiment connaître totalement la chose en soi, mais c'est un mensonge de dire qu'on ne peut pas connaître la chose en soi. Parce que je viens de dire, si on connaît assez de particularités, n'est-ce pas, qui distinguent cette personne ou cette chose de toutes les autres choses de même espèce, n'est-ce pas? Alors ça suffit, ça suffit. On ne va plus aller chercher plus loin, quoi. On perd du temps. À quoi ça sert de connaître tout, les molécules et les quarks d'un vase ou d'une pierre, d'un truc, machin? C'est perdre son temps avec rien. Hein. Comme disait l'autre, il disait, la spécialité, c'est toujours de connaître plus, de moins d'un domaine moins jusqu'à ce qu'on sait tout de rien. C'est pas intéressant. Donc, Kant a quand même tort. Il a tort. Vous voyez comme c'est astucieux, hein? Ils ont une partie de raison, mais ils vont en abuser et ça va détruire autre chose. Donc Kant dit, puisqu'il ne peut pas connaître la chose en soi, il détruit la métaphysique. Il s'arrête aux phénomènes, aux accidents, aux choses sensibles, à la sensibilité, donc à l'animal, quoi. L'animal va aussi. Kant s'arrête à la connaissance animale. C'est ça la conséquence, désastreuse pour l'intelligence. Donc on ne peut jamais être catholique parce que à la consécration, on ne peut jamais expliquer ce qui se passe. Oui, 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 je construis soi-même, exactement. Exactement. Donc il va se faire, il va faire la plante, oui, oui. Oui, il va faire la plante. Oui, oui, justement, oui, bien sûr. Oui. Ah, justement, il a parlé de la science. Oui, justement, exactement. Là, on peut les coincer, n'est-ce pas? On peut les coincer. Si vous connaissez rien, taisez-vous alors, parce que vous connaissez rien. Alors faites des catalogues de ce que vous voyez, hein, des catalogues, mais ne parlez pas de la chose parce que vous dites que vous êtes incapable de parler de la chose. Donc taisez-vous et nous on parlera. On en parlera avec saint Thomas. Alors, je reprends ici Maritain, n'est-ce pas? Donc le chlore, la chimie n'étudie le chlore ou l'azote que dans ce qu'il y a de commun à toutes les molécules individuelles de chlore ou d'azote. Donc là, on voit que la physique philosophique est de sa première abstraction. J'ai dit la physique qui s'occupe de tout le monde sensible, n'est-ce pas? Ça s'appelle la physique, la cosmologie, n'est-ce pas? C'est la première abstraction. La deuxième, c'est les mathématiques philosophiques. Et le troisième, c'est la métaphysique. Il y a trois degrés d'abstraction. Et en quoi la physique est abstraction? Eh bien, voilà, bien dire parce qu'elle prend comme ce qu'il y a de commun. Et elle passe ce qui est individuel, vraiment individuel. Il faut bien qu'il en soit ainsi, car l'individuel
comme tel, en tant qu'individuel, n'est pas explicatif, ne représentant que lui-même, il ne peut évidemment pas rendre raison d'autre chose, donc ça ne devient pas une science, ça devient la science de... on ne parle pas de science si on connaît une chose seulement, n'est-ce pas? Si on ne connaît qu'une voiture, mais pas les autres, le garagiste ne peut pas vous aider parce qu'il connaît que sa propre voiture et que l'autre ne connaît pas. Alors, il n'a pas de chance. Il ne peut rien faire avec un garagiste, sauf s'il dit, voilà, puisque je connais ma voiture, je connais d'autres. Alors voilà, alors, il va ce qui est commun. Si c'est une chose énorme, c'est tellement... Énorme. Ça veut dire la Terre, oui. La Terre ou la Lune, si on Oui. est capable de défier la Lune, Oui. ça pourrait faire l'objet d'une science. Bien sûr. C'est une seule Oui. chose. La géographie, oui. Géo, c'est la Terre. Géologie. Oui. Géologie, géographie. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est un, ça peut, oui, mais oui, mais ça, oui, mais la Terre, c'est pas, oui, c'est une chose, mais c'est pas une chose, c'est quand même une chose collective. C'est, enfin, je veux dire, composé. C'est composé de tant allez, il y a des milliards de choses sur la Terre. Des milliards. La Lune, si on était capable de défier la Lune. Oui. Eh bien, la Lune, c'est quand même un astre. C'est quand même énorme. Il y a des cratères, quelle matière, quelle est la forme, quel est son comportement. Oui, d'accord. Donc, oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Mais en tant qu'individu, je veux dire. En tant qu'individu. La Terre, on va encore s'arrêter à ce qui est vraiment particulier et ça suffit pour distinguer d'autres choses. Et on ne va pas aller plus loin. Matière est composée. Oui. C'est moi la question. Oui, c'est vrai aussi que toute matière est composée. Un individu en tant qu'individu Terre. Oui. Mais quand je dis composé, ça veut dire composé de substances. Oui. La matière, c'est une collectivité, disons. C'est pas seulement composé de... Science, connaissance d'une chose et science en tant que discipline. Oui. C'est pas la même chose. Oui, oui, une connaissance et une science. Une science est quelque chose de général. Voilà. Il nous suffit enfin de prendre une idée quelconque et de fixer notre attention sur ce qu'elle nous présente en la comparant aux images qui vont et viennent autour d'elle pour recevoir immédiatement le caractère abstrait de l'idée. Si on est normal, si l'intelligence fonctionne normalement. En passant des images à l'idée, et c'est pour ça que les gens intelligents, n'est-ce pas, souvent ont une imagination vive. C'est une des conditions pour avoir une intelligence plus développée que normale, que commune. Là, c'est pas la seule, mais c'est une des conditions d'avoir une imagination vive. Parce qu'alors, il y a plein de matière qui est proposée à l'intelligence, elle peut plus facilement abstraire. De plus qu'on a des individus, plus qu'on va faire ce qui sont de commun. Si vous avez vu que des hommes blancs, vous pensez qu'à l'essence de l'homme appartient que les blancs. Mais si vous avez parcouru la Terre, vous dites, ah non, ça n'appartient pas à l'essence. Si vous êtes seulement en France, vous pensez que la mentalité française, c'est la mentalité de l'homme. Non, c'est la mentalité d'un pays, mais pas tout le monde est comme ça, n'est-ce pas? Quand on est en Pologne, en Russie, on a des mélancoliques. C'est totalement différent, n'est-ce pas? Et quand on est en Scandinavie, il y a les flegmatiques. C'est une autre mentalité totalement différente, n'est-ce pas? Ce sont aussi des hommes, mais on dirait d'autres hommes. Donc, si on est seulement français, on n'a pas été sorti de la France, on pense que tout homme est comme ça, mais c'est pas vrai, on se trompe. Donc, de plus qu'on a vu d'autres individus, n'est-ce pas, et de plus qu'on a de la matière pour penser dessus, de mieux on peut abstraire. C'est pour ça que les philosophes pensent après, que c'est représenté par un hibou qui vole le soir après la journée, après avoir vécu la journée, n'est-ce pas? On peut mieux penser après l'expérience. Et de plus que l'expérience est riche, de mieux qu'on peut penser. En passant des images à l'idée, tout ce qui est individuel se volatise, pour ainsi dire, glisse entre nos doigts, disparaît, si on fait bien l'abstraction. Soit l'idée d'armes, dont je me sers pour dire, par exemple, l'homme est le seul animal qui ait besoin de se fabriquer des armes. En prononçant le mot arme,
J'ai senti sans doute autour de l'idée ainsi exprimée comme un halo d'images fluctuantes, dont je peux à mon gré préciser celle-ci ou celle-là, une carabine, une arche, un canon, une bombe atomique, un couteau. C'est un javelot, par exemple, d'abord très flou, c'est une hache de silex, c'est un grand arc, c'est un fusil. Mais de ce qui caractérise devant mon imagination ce javelot tel qu'il m'apparaît ici, cette hache, cet axe fusil, avec leur forme, leur couleur, leur dimension, subsiste-t-il quelque chose dans ce que me présente mon idée d'arme? Non. De tout cela, il ne reste rien. Tout cela s'est évanoui. Si on reste à l'idée en tant qu'idée. Hein. Ce que je saisis par l'idée est pourtant quelque chose, mais cela est d'un autre ordre, un ordre immatériel. L'idée, c'est quelque chose, sinon je pense à rien et je pense à quelque chose. Je pense quelque chose, donc c'est quelque chose. C'est purement une certaine détermination de l'être, une certaine nature, instrument fait pour attaquer ou pour se défendre. Donc on forme des définitions, finalement. C'est le travail de Socrate, surtout. Et cela est vide de tout caractère individuel en soi. On peut directement l'appliquer à plusieurs, mais en soi, ça reste vide. Ainsi donc, les choses telles qu'elles sont nous sont présentées par nos sensations et nos images sont d'un état individuel, ou comme on dit singulier. Au contraire, les choses telles qu'elles nous sont présentées par nos idées, par les similitudes internes qui nous servent à raisonner sur elles, qui est fait par l'intelligence active, comme dit Aristote. C'est lui qui fait le travail d'abstraction, sont sous un état non individuel ou abstrait ou encore, comme on dit, universel. On appelle universel ce qui se retrouve le même en une multitude d'individus, un en plusieurs. Unum in multis. C'est ça la définition de universel. Voilà. Uni, un, versi, dans divers, universel. Unum in multis. Et nous tiendrons pour un fait établi que, alors on vient à la conclusion septième, nos sensations et nos images nous présentent directement et par soi de l'individuel. Nos idées nous présentent directement et par elles-mêmes l'universel. Dans les choses, bien sûr. L'universel a quand même rapport à la réalité. Hein. Donc les deux me parlent de la réalité. Quand j'ai l'idée de l'homme existe, hein, mais sont tous en particulier qui existent et qui correspondent tous à la définition de l'homme que j'ai en tête. Ils correspondent tous les hommes correspondent, sinon ce ne sont pas des hommes, sinon ma définition est mauvaise. Si j'ai une bonne définition, l'idée que l'homme que j'ai en tête est applicable à tous les hommes qui existent en individu, n'est-ce pas, particulièrement, singulièrement, qui ont existé et qui n'existeront jamais, parce qu'il saisit l'essence de l'homme. Donc l'universel, c'est pas seulement une idée qui flotte qui n'a rien à faire avec la réalité. Hein. Sinon, ça peut alors, si ça peut exister, mais là on est en train de faire la fantaisie pure et simple. Ce sont des idées fantasmagoriques, c'est autre chose encore. Hein. Mais on parle maintenant de l'intelligence pour autant qu'elle essaie de capter la réalité. L'imagination, c'est plutôt pour créer. Par exemple, un artiste, un architecte qui va se faire des idées pour créer une nouvelle maison. C'est plutôt pour créer. L'artiste est créatif, c'est plutôt l'artiste qui s'occupe de la fantaisie. Ou bien la nuit, on dort, c'est un jeu de détente de l'intelligence, les rêves. C'est une détente, c'est comme un enfant qui joue. Et l'enfant sait que c'est pas vrai la réalité, mais ça lui donne quand même l'aisance de... Pourquoi l'enfant doit jouer? Parce qu'en jouant, il manipule quand même des choses de la réalité quand même.
d'une manière fantasmagorique, mais il apprend quand même à manipuler la réalité comme ça. C'est pour ça que l'enfant doit jouer, il aime jouer. C'est pas seulement, si on joue, c'est pour se détendre. Si un enfant joue, c'est pour apprendre. Comment ça se comporte les choses, le sable, le mécano, etc. Et les petites filles jouent avec des poupées parce qu'elles ont envie de devenir mères. Voilà. La poupée, c'est pas un enfant, mais avec la poupée, c'est déjà en elle qu'elle veut devenir mère. Et être mère, c'est une réalité. Hein. Et c'est vrai qu'elles sont filles, qu'elles peuvent devenir des mères. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'intelligence en tant que maintenant, la philosophie veut connaître justement la réalité, toute la réalité dans les raisons les plus profondes. Voilà. Donc si on a un universel en tête, c'est qu'on connaît quand même la réalité, mais d'une manière universelle. Et l'image fait aussi connaître la réalité, mais comme les animaux la connaissent. Pas profondément, mais quand même c'est nécessaire. Alors, autre élément à considérer, le problème de la nature de l'universel. On va considérer, après l'idée et l'image, distinction entre l'idée et l'image, on va voir maintenant le problème de la nature de l'universel. Mais alors aussitôt surgit ce problème. Maintenant, on va penser sur l'universel, ça devient intéressant. Parce que l'universel, c'est déjà une abstraction. Et c'est encore une réalité, c'est universel. Parce que dans ma tête, c'est une idée qui existe dans ma tête, en tant que c'est dans ma tête. Donc c'est quand même, comme je dis, je pense quand même quelque chose. Quand je pense à un universel, je pense quelque chose. Sinon, je ne pense pas. Je ne pense à rien. Alors, ce qui existe dans la réalité des choses, étant individuel ou singulier, comment la connaissance que nous acquérons par nos idées peut-elle être vraie? Comment et en quelle mesure? Puisque nos idées ne nous représentent directement que l'universel. Alors, on va se pencher maintenant, ce qu'on a dit au début, n'est-ce pas? Si on compare après ça les choses telles qu'elles sont représentées par les idées et les choses telles que présentées par la sensation, on essaye de voir en quelle mesure elles nous donnent quelles sont les relations entre la réalité et la chose. Elles donnent quelque chose de la réalité, mais pas tout. Puisque j'ai l'idée de l'homme, je ne connais pas encore tous les hommes qui existent. Hein. Je connais leur essence, mais pas la particularité. Il y a des hommes dont j'ai jamais vu le visage, n'est-ce pas? En ce moment, je n'imagine pas les visages de plusieurs hommes qui existent. Donc il y a des hommes que je ne connais pas. Mais je connais quand même l'homme. Je connais l'homme et l'essence en tout homme. Je connais l'essence de tout homme, mais je ne connais pas tout homme. Donc quelle est la différence alors? Donc je répète, comment la connaissance que nous acquérons par nos idées peut-elle être vraie? Comment? Dans quelle mesure? Puisque nos idées ne nous présentent directement que l'universel des choses. Alors, ce problème, toujours actuel, parce qu'on va jouer là-dessus, n'est-ce pas? Hein? C'est le... Il y en a qui vont nier, n'est-ce pas, il y en a qui vont exagérer, n'est-ce pas, la connaissance, et il y en a qui vont pas. Par exemple, comme vous savez, Platon, il va exagérer. Hein. Il va dire que ces idées sont la réalité et le reste, c'est rien. C'est une faute. Hein. Et les autres disent que c'est rien. Absolument, ça ne représente rien du tout. C'est uniquement entre nos oreilles. Et ce qui existe sont des individus, c'est tout. L'universel n'existe pas. Alors, donc il y a deux exagérations. Voilà. Ce problème toujours actuel, parce que le diable qui veut que nous ne connaissions pas la vérité, la réalité, il va essayer justement de boycotter ça, n'est-ce pas, de mettre des bombes, n'est-ce pas, c'est quoi? S'infiltrer. Oui, non, de corrompre l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence mène à Dieu, justement, l'existence de Dieu.
L'intelligence est faite pour Dieu. Hein. Alors, ce problème qui nous obligera à chercher avec soin en quoi consiste exactement l'universalité de ce que nos idées nous présentent, n'est pas sans doute en lui-même, mais il est pour nous autres hommes le premier et le plus grave des problèmes philosophiques. À cause de ça. En lui-même, c'est pas le plus grand problème, mais pour nous, disons peut-être encore plus l'homme qui a passé l'ère des illuminés, quoi, l'illumination, n'est-ce pas, qui disent que le Moyen-Âge c'était l'ère des ténèbres. Mais c'est le contraire. Le plus grave des problèmes philosophiques, ça veut dire, vu l'attaque qui a été faite dessus et l'abus qui a été fait avec cela, n'est-ce pas, et toutes les mauvaises interprétations et explications qu'on a faites à ce sujet. Il porte en effet sur l'intelligence même et sur les idées. Donc on va penser sur l'intelligence. Donc c'est pas facile non plus, n'est-ce pas. On va penser sur les pensées. Et puisque notre pensée, n'est-ce pas, fonctionne à partir des sens, du sensible, c'est pas facile. Ça va pas être facile. Hein? Donc il faut voir qu'on va pas tourner en rond. Hein. Mais la philosophie est capable de le faire, parce qu'elle s'occupe de toute la réalité. Et c'est une réalité qu'on se fait des idées universelles. Donc, il porte en effet sur l'intelligence même et sur les idées, c'est-à-dire sur l'instrument de toute notre science. Et l'attitude adoptée à son égard par les divers philosophes commande toutes leurs autres positions. Bon, c'est un point de départ, ça commence par la logique. Maintenant, on est en logique majeure. Logique majeure, la critériologie. Oui, l'importance de la logique majeure, parce que c'est elle qui est attaquée, n'est-ce pas? Surtout. Aussi la logique mineure, même moins. Parce que la logique mineure, on peut facilement la voir, détecter. À ce point de vue, et en négligeant beaucoup de différences secondaires, on peut grouper les philosophes en trois grandes écoles. Donc l'école nominaliste, qui fait pas ces distinctions, n'est-ce pas? Qui mène via Hume, Locke, etc., même à Luther. L'école réaliste, n'est-ce pas? Soi-disant, les réalismes absolus. Donc, et ensuite, l'école du réalisme modéré. Qui est la philosophie d'Aristote Saint Thomas. Le réalisme, c'est pas vraiment le réalisme, les réalismes absolus, n'est-ce pas? Le deuxième. Donc il y a deux erreurs et deux points de vue, deux gouffres, n'est-ce pas, à éviter, nouveau trop à gauche, trop à droite, et il y a le juste milieu qui est un sommet, n'est-ce pas? Alors, premièrement, l'école nominaliste, pour laquelle l'universel n'est absolument que les noms, nomen, nominaliste, c'est un nom, ce ne sont que des noms, c'est pas plus qu'un nom. Ou dans les idées, sans que rien y réponde dans la réalité des choses. Par exemple, il n'y a pas dans la réalité de nature humaine. Ça n'existe pas la nature humaine, c'est uniquement dans notre tête. Qui se retrouve en Pierre comme en Paul et en Jean. Pour eux, il n'y a que des hommes et pas la nature humaine. C'est exagéré dans le particulier. Ce qui détruit purement et simplement la connaissance intellectuelle. Alors, comme vous dites là tantôt, il faut se taire alors. Alors, parlez de Jean, Paul et Pierre, ne parlez pas de la connaissance non plus. Ça, c'est le nominalisme. Oui. C'est non, c'est oui, dans ce point de vue-là, oui. Ce point de vue-là, on peut dire que ça veut dire on ne voit que le particulier, on nie que l'universel
On ne dit pas que l'universel de notre tête, hein, Ouais. mais on dit que ça ne correspond à rien dans le réel. Rien. Donc si ça ne correspond à rien, taisez-vous. Hein. Je vous dis blabla alors. Parce que quand il parle, il utilise des idées. Et puisque ça ne correspond pas avec les réels, taisez-vous parce que vous ne parlez pas des réels. Je n'ai pas besoin de votre baratin. Donc on peut toujours les réfuter par leur propre. Oui. On peut les confronter avec leur propre erreur. On peut rien Et les connaître. coincer. Alors, qui dit qu'on ne peut rien connaître si ce n'est la connaissance qui ne peut rien connaître? Voilà. Donc, si je ne peux rien connaître de ce que je prétends connaître, on peut remonter infiniment. Et si vous pouvez rien connaître, alors taisez-vous de parler parce que vous n'en apprenez rien. Ouais. Parce que vous ne connaissez rien. Vous êtes en train de dire que vous ne connaissez rien. Alors taisez-vous. Voilà. Ce qui détruit purement et simplement la connaissance intellectuelle et fait de la science une fiction. La science existe, mais c'est une fiction, c'est comme un roman, quoi. Cette école a pour représentants les plus caractéristiques dans l'Antiquité, les sophistes, voilà, et les sceptiques. Dans les temps modernes, les maîtres de la philosophie anglaise, Guillaume d'Occam, le XIVe siècle, pardon, le XIVe siècle, Hobbes et Locke, avec ses cas, Hobbes, H-O-B-B-E-S, et Locke, L-O-C-K-E, 17e, Berkeley et Hume, B-E-R-K-E-L-E-Y, et Hume, H-U-M-E, au 18e, ouais, le temps des Lumières, des philosophes des Lumières, mais c'est des ténèbres, hein, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas connaître, alors que c'est plutôt des ténèbres. Stuart Mill, M-I-L-L, et Spencer, S-P-E-N-C-E-R, au 19e siècle. Ouais. On peut noter que la plupart des philosophes modernes, c'est-à-dire ignorants ou adversaires de la tradition scolastique, sont plus ou moins profondément et plus ou moins consciemment teintés de nominalisme. Donc, c'est apporté Vatican II, J+2, etc. Donc, l'universel existe uniquement dans la tête. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est une fiction, n'est-ce pas? Alors, il y a l'école réaliste absolue. C'est encore une erreur de l'autre côté, n'est-ce pas? Pour laquelle l'universel comme tel, l'universel à l'état séparé, donc séparé des choses concrètes, ça veut dire ça, séparé. Donc si on dit que les anges sont des substances séparées, ça veut dire que les anges sont des purement spirituels, séparés de toute matière. Donc c'est un terme philosophique séparé, hein. Ça veut dire séparé de matière. Donc l'universel à l'état séparé, ça veut dire une dans ma tête, tel qu'il est dans la pensée, constitue la réalité des choses. C'est pas vrai non plus. L'homme en moyenne, ça n'existe pas en réalité, pas en tant que tel. C'est le réalisme absolu. Oui. Réalisme. Oui. Le réalisme Absolu. absolu. C'est qu'ils prennent, donc ça veut dire c'est pas vrai, c'est pas le réalisme. Oui, oui, Donc ils disent que l'universel, c'est la réalité. L'idée, c'est la réalité. Totalement. Totalement. C'est pas vrai non plus. L'homme, l'homme en tant que, l'idée de l'homme, n'est-ce pas? En tant qu'idée de l'homme, ça n'existe pas dans la réalité en tant que matière. C'est important de préciser parce que pour un fidèle, la réalité, c'est pas vrai. Oui, oui. C'est pas l'idée. Oui. Si vous dites réalisme absolu, pour moi, la réalisme absolu, c'est On pense à l'idéalisme. en fait, Non, comme l'idée erreur. qui est prise comme un réalisme. Voilà. Ouais. Ils prennent l'idée comme un réalisme absolu. On pense à l'idéalisme de Platon. Hein. Oui, oui, voilà, Platon, oui, oui. Ça commence par Platon, oui. Oui, oui, exactement. Oui. C'était recommencé par Platon. Et aussi, même avant lui, Parménide. Aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? Parce qu'il ne pouvait pas voir dans les choses ce qui est vraiment de particulier. Ça veut dire que c'est un devenir en devenir.
ne peut pas accepter ça. Alors, voilà, et donc le nominaliste, c'est plutôt Héraclite, et l'école réaliste, c'est plutôt Parménide. Les deux écoles, ça continue. Les Grecs ont bien fait leur travail. Hein. Ils vont bien fait le travail. Ils ont bien exploré les limites de la pensée humaine. Donc c'est des vieux démons qui reviennent, des vieux fantômes qui reviennent, hantés, n'est-ce pas? Le diable, il est pas parfois il retombe dans des vieilles choses, des trucs. Il représente ça comme quelque chose de neuf, mais c'est absolument un vieux truc usé comme tout. Alors, donc, je répète, l'universel en tant que tel, l'universel à l'état séparé, donc de toute matière, comme il est dans ma tête, tel qu'il est dans la pensée, constitue la réalité des choses, totalement. Il n'y a pas de différence entre l'idée que j'ai dans ma tête et la réalité en... Non, c'est pas vrai. On est encore fou si on pense. Ce qui fait de la connaissance sensible une illusion. On est fou, on est fou. Si on pense comme ça, on est fou. Il y a une folie, n'est-ce pas? Donc la connaissance sensible est une illusion. Alors, c'est comme ça, fait penser à Descartes. Je doute à tout, sauf du fait que je pense. C'est ça la réalité. Ça va dans ce sens aussi, Descartes. Donc, ce qui est réel pour eux, c'est par exemple une nature humaine existant hors de l'esprit en elle-même et à l'état séparé. Séparé, mais c'est purement Platon, ça. Les idées en état séparé, ça existe comme des substances. C'est un homme en soi. Voilà, c'est le système de Platon, il est dit, Maritain. Ou encore, un être commun existant tel que hors de l'esprit, comme une seule et unique substance. Alors si on dit, montre-moi si ça existe. Oui, mais ils disent, justement, la réalité sensible, elle n'est pas vraie. C'est l'universel qui est la réalité. Donc ils vont tomber dans dans je sais pas quoi. Hein, quelle est la maladie on est dans l'imaginaire. Hein. Donc, ou encore un être commun. Donc l'être en tant que commun, donc l'être commun. Donc l'être commun à tous les hommes, c'est l'humanité. Eh bien, l'humanité en tant qu'essence, en tant que définition, ça existe en tant que tel dans la réalité. Non. Ce qui existe, ce sont des individus qui ont tous cette nature humaine. Mais la nature humaine n'existe pas en tant que la nature humaine. Donnez-moi la nature humaine, montrez-moi là. J'en ai une petite partie. Non, pas une petite partie, vous êtes totalement un homme. Oui, bien sûr. Vous avez toute la nature humaine réalisée en vous. Vous n'êtes pas une partie d'un homme. Vous êtes partiellement un homme, vous êtes un homme, vous êtes totalement un homme. Vous voyez, c'est plus compliqué que ça. C'est pas si simple que ça. J'ai une partie de la nature. Non, vous avez toute la nature humaine. Vous êtes tout à fait homme. Si vous êtes partie de la nature, ça veut dire que vous avez l'intelligence, mais pas la volonté, ou je sais pas quoi. Vous manquez quelque chose. Nous caractérise tous. Donc la définition est totalement réalisée en vous, mais aussi en tous les individus. Donc c'est plus compliqué que ça. Hein. L'universel est plus puissant que ça. Hein. Donc c'est vrai, donc c'est un travail à faire hein, pour faire la distinction. Hein. Ouais. Donc encore un être commun hein, existant tel quel hors de l'esprit comme une seule et unique substance. Et ça c'est vraiment ça c'est la doctrine de Parménide, la philosophie brahmaniste, n'est-ce pas? Brahmaniste. Certains philosophes modernes, Spinoza et Hegel, s'apparentent plus ou moins à ce réalisme-là, absolu. Qu'est-ce que ça veut dire en concret? Eh bien, les écoles nominalistes vont dire qu'on ne peut rien connaître, que c'est purement l'imagination. Ici, on pense, mais ça n'a rien à faire avec la réalité. À quoi ça sert alors? C'est absurde, la connaissance d'un humain est absurde. Les autres vont prendre leurs idées pour la réalité, c'est le contraire.
Et la réalité, comme elle connaît par le sens, c'est pas vraiment la réalité. La vraie réalité, c'est ce que l'universel que j'ai dans ma tête. C'est ça la vraie réalité. Donc c'est Hegel qui va, ça s'appelle aussi l'idéalisme, n'est-ce pas? C'est prendre les idées comme la seule réalité. On est fou. Ça va donner l'essence à Marx avec son Capital, Das Kapital, et ensuite le communisme, qui va se faire une idée de l'homme, et c'est ça la réalité. Ils ne vont pas tenir compte de la réalité. Ils vont dire, par exemple, que la propriété privée n'est pas nécessaire, et on va l'abolir, mais c'est nécessaire en réalité. Et que la religion, c'est l'opium, c'est pas nécessaire non plus. On a besoin de c'est appartient à la nature humaine d'être religieux. Donc ils ne tiennent pas compte de la réalité, c'est encore le diable qui va prendre ses mensonges comme réalité. Voilà, c'est diabolique, c'est le diable qui est par derrière. Le diable qui est dans le premier qui va dire la pensée humaine c'est ridicule, il va ridiculiser Dieu parce que la pensée c'est rien du tout. Ça sert à rien, c'est de la fiction. On est capable que de faire la fiction. C'est ridiculiser la pièce maîtresse de Dieu. L'homme, l'âme, l'intelligence humaine. C'est dit qu'il est capable de rien. C'est encore ridiculisé devant Dieu et le rend incapable de penser. Ça détruit de toute philosophie sérieuse. Et l'autre exagération, c'est encore le diable qui lui-même a donné l'exemple de prendre ses pensées comme réalité. Je pense que je suis Dieu, donc je suis Dieu. Ces imaginations, il les prend pour réalité. Et la vraie réalité, le vrai Dieu, il le prend pour rien. C'est diabolique. La chose est diabolique. C'est ça le 16, le 10e, le 18e, le 19e siècle. L'ère de la lumière, les philosophes de la lumière, c'est ça leur lumière. C'est de Lucifer. Ce sont deux ténèbres, n'est-ce pas? Ce deux ténèbres. Alors, l'école qui est vraiment réaliste, qui donne la réalité, n'est-ce pas, qui est la vraie, c'est l'école ordinaire désignée comme professant le réalisme modéré. Ça veut dire que ces universaux, ces idées universelles sont des moyens par lesquels je connais le réel. Bien qu'il s'agisse là d'une doctrine vraiment originale, qui garde la juste mesure entre le réalisme et le nominalisme, grâce à une vue plus élevée des choses, nullement grâce à une atténuation ou à une modération du réalisme absolu, non. Cette école, distinguant la chose elle-même et le mode d'existence ou l'état sous lequel elle se trouve, enseigne que la chose existe dans l'esprit sous un mode universel et dans la réalité sous un mode individuel. Individuel. On ne dit pas matériel parce qu'on peut aussi penser aux anges. Alors il n'y a pas de matériel. On pense que un ange, pourtant qu'on le connaît, n'est-ce pas? Par la révélation, et aussi il y a des gens qui ont des expériences avec des anges, même avant le Christ. Et saint Thomas dit que si quelqu'un cherche la vraie religion, il a besoin de connaître quelque chose, Dieu est capable de lui envoyer un ange. Et c'est passé déjà aussi dans l'Ancien Testament, pour l'instruire, pour qu'il sache le minimum pour sauver son âme. Voilà. Dès lors, ce que nous saisissons par nos idées, c'est la chose en réalité donc, sous un état d'universalité, par le moyen donc d'une idée qui est la chose en état d'universalité, existe bien réellement cette chose que je connais par l'universalité. Elle existe. Mais dans les choses mêmes, et par conséquence, sous un état d'individualité, cette chose existe. Ça veut dire que je connais dans la chose seulement des caractéristiques qui sont communes à toutes les choses d'une même espèce, pour que je puisse me faire une idée de ce que c'est cette espèce de choses, et de me prononcer, et de penser, et de m'exprimer une définition. Et je connais alors cette chose. Je connais cette chose. Tout homme que je connais ou que je n'ai pas, je sais déjà, c'est puissant, hein, parce que je connais déjà l'essence de tout homme que nous n'avons pas encore rencontré.
Une essence plus ou moins précise, les universalités. Oui, mais je connais précisément son essence. L'universel exprime l'essence des choses, mais pas les particularités. Je ne sais pas s'il a tel nez ou combien de poils il a dans sa moustache, la moustache, mais je connais l'essence, totalement l'essence. Je sais que c'est l'essence de l'homme. Je peux définir l'homme et connais même l'essence de tout homme que j'ai jamais rencontré. Donc je connais même les gens que je ne connais pas par l'essence. Ça va loin. C'est la puissance de l'idée universelle. Même dans l'universel, on peut être plus ou moins précis, c'est-à-dire donner. Oui, dans l'essence, dans son domaine. Plus de caractéristiques qui correspondent à la nature humaine, à tout homme. Oui. Ou moins. On les connaît tous maintenant. On les connaît tous, oui. On peut donner une définition. Dès qu'on peut donner une définition, on connaît la chose. C'est d'où une définition métaphysique. Et c'est très court. Hein. De l'homme, on dit c'est un animal rationnel. Donc il a un corps, c'est l'animal. Rationnel, ça veut dire qu'il a une âme. Donc c'est deux mots, hein, on connaît la chose, c'est l'essence. Et tout le reste, et puisqu'il est rationnel, donc il a une âme. Puisqu'il a une âme, il a une intelligence, une volonté. Et voilà. Et ça fait distinction avec un animal non rationnel, tous les autres animaux, et avec un ange qui n'est pas un animal, mais un esprit pur. Et avec Dieu qui est un esprit infini, pur, infini. Et l'ange est un esprit limité. Donc on connaît, donc c'est puissant une idée. Hein. Mais ça ne dit pas tout de l'individualité de la chose. Mais j'en ai pas besoin non plus. Hein. J'ai pas besoin de savoir quelle couleur de manteau il a. Peut-être pour les femmes c'est important. Les couleurs, plus important pour les femmes que pour les hommes. Non, mais je pense aussi à comment fonctionne un organe, par exemple, le cœur, de tous les hommes. Ah oui. C'est parce qu'universalité, on n'a pas besoin pour définir un homme, pour discriminer un homme des autres espèces. Non, parce que aussi les animaux ont un cœur. C'est pas nécessaire de connaître comment le cœur fonctionne pour dire comment donner justement la définition de l'homme. Là, il faut plutôt donner la définition de ce que c'est un corps. Mais on en connaîtra déjà plus sur le même. C'est utile pour le. C'est vrai qu'on va mieux le connaître si on connaît encore ce que c'est le cœur. Donc l'homme moderne connaît plus du corps de l'homme, mais moins de la psychologie. Il y a des scientifiques, des psychologues qui ne savent même pas que l'âme c'est un esprit. Mais qu'est-ce qu'ils savent de l'âme? Le plus essentiel, ils ne connaissent pas ça. Alors, donc je répète, dès lors, ce que nous saisissons par nos idées, sous un état d'universalité, existe bien réellement, mais dans les choses mêmes, et par conséquent sous un état d'individualité. Non sous un état d'universalité, comme la deuxième erreur de l'école réaliste absolue. Non. Ainsi, par exemple, donc, par rapport à la première école, on dit oui, l'idée correspond à la réalité. Et par rapport à la deuxième école, on dit oui, mais sous un autre mode. Nous, on connaît juste l'essence, n'est-ce pas? L'essentiel. L'essence que ça donne la définition. Et éventuellement plus, mais pas toute l'individualité. On ne connaît pas. C'est quelque chose d'infini. Donc ça ne correspond pas vraiment avec toute la chose en tant qu'individualité. Mais on connaît quand même la chose, mais pas dans son état d'individualité. Mais ça existe dans son état d'individualité. C'est ça. Disons, on le connaît comme plutôt dans son essence et pas dans sa substance. La substance, c'est l'essence pour autant qu'elle existe. Donc, non sous un état d'universalité. Ainsi, par exemple, il y a dans la réalité une nature humaine. La nature humaine existe. Je vois devant moi déjà des hommes qui ont la nature humaine, réalisée individuellement. Hein? Donc, il y a dans la réalité une nature humaine qui se retrouve en Pierre, comme en Paul, en Jean, etc., mais n'existe hors de l'esprit
quand ces sujets individuels est identifié à chacun d'eux et non pas en elle-même ou à l'état séparé, comme Platon pensait, et les réalistes absolus. Le réalisme modéré est la doctrine d'Aristote et saint Thomas. Donc le nominalisme, si on résume, n'est-ce pas, dit ce que nos idées nous présentent sous un état universel n'existe absolument pas dans la réalité. Il n'y a rien qui correspond avec ça. Le réalisme absolu, moi je préférais de dire idéalisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire de ces idées la réalité. En fin de cas, ils parlent des réalismes absolus. Ils disent ce que nos idées nous présentent sous un état universel existe dans la réalité sous cet état universel. Oui, c'est pas possible. Alors, la philosophie d'Aristote et de saint Thomas, les réalismes modérés, il dit la vérité. Ce que nos idées nous présentent sous un état universel existe hors d'esprit sous un état d'individualité, n'existe pas hors d'esprit sous cet état d'universalité. Bien sûr. D'accord? Je répète? Il faut que je cadre bien l'idée de réalisme absolu. En fait, le réalisme absolu, c'est pas de dire que l'universel, c'est la réalité, mais que dans l'objet, dans la chose, il y a à la fois l'universalité et l'individualité. Non. Non, ils vont nier la réalité de l'individualité. Comme Platon qui va dire, c'est qu'un rêve. C'est encore plus fou que ça, n'est-ce pas? C'est un rêve. C'est comme Platon. C'est comme Descartes qui va dire, je doute de tout. Et finalement, c'est une folie. Hein. Donc c'est pire que ça. C'est pire. Donc ils vont dire que l'idée que j'ai est que forcément universelle, parce que je ne peux pas connaître l'individu en tant qu'individu dans l'individualité totale, parce que la matière est quelque chose d'infini. Et ils vont dire que l'universel, en tant qu'universel, existe comme universel, en tant qu'universel, comme il est dans ma tête, exactement dans la réalité. Et saint Thomas va dire, et Aristote, saint Thomas va dire, non, cette idée nous représente la chose, n'est-ce pas? Mais dans notre tête, d'une manière universelle, et dans la chose, cette idée est bien là, mais sous un état d'individualité. C'est vrai que en moi, j'ai la pensée je sais ce que c'est la définition d'un homme, un animal rationnel. Et quand je vois devant moi un homme, eh bien, vous êtes un animal rationnel, vous avez un corps et une âme, mais très concrète, n'est-ce pas? Qui est la vôtre, qui n'est pas une autre. Et qui est unique, la vôtre. Donc cette nature humaine, ça veut dire, il faut voir la réalité, regardez la différence entre l'idée que j'ai moi et cet homme. Ouais. C'est ça. Mais mon idée correspond quand même avec l'essence de cette personne. Mais cette idée ne dit pas combien de molécules a dans son corps, ça n'est pas dans ma tête. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est dans la réalité qui n'est pas dans ma tête. Mais il y a quelque chose dans ma tête qui est dans la réalité, mais pas en tant que tel, mais réalisé concrètement. Pas dans l'état séparé. Donc vous avez une âme, et vous avez un corps, et ils font une unité organique. Et c'est ça qui vous fait, et c'est votre âme, et c'est un corps très particulier.
On appelle ça la matière signée. Ça veut dire cette matière-là, n'est pas l'autre matière. Materia signata, c'est cette matière. Et c'est cette âme qui n'est pas une autre. C'est votre moi. C'est vous dire moi je, c'est vous. Eh bien, donc vous avez bien un corps et une âme. Donc je ne me trompe pas dans mon idée que l'homme, il a un corps et une âme. Mais dans ma tête, c'est d'une manière corps et âme, c'est une manière donc abstraite, donc qui est une idée qui est applicable à tous les hommes, aussi à l'autre. C'est une idée de animal rationnel. Hein. Comme dit les catéchismes, c'est encore la même chose, mais l'homme c'est un être composé d'un corps mortel et d'un âme immortelle. C'est la même chose. C'est la même définition, mais pas avec d'autres paroles. Eh bien, ça correspond aussi à vous, n'est-ce pas? C'est un concept qui est réalisé. Oui, mais c'est pas le concept, c'est le concept, c'est pas moi qui ai réalisé ce concept. Non, ça part de la réalité. Réaliser, ça veut devient un dire, concept. c'est Dieu qui a réalisé son concept. Mon concept n'est pas créateur. Donc Dieu, c'est créateur, mais pas moi. Le bon Dieu pense, il parle et sait. Moi, c'est le contraire. Je vois et je capte et je pense et j'abstrais. Voilà, c'est l'idée. Donc, il faut faire un travail de philosophie maintenant. On se retourne sur la connaissance. Parce qu'après, conceptualiser, c'est absolument pas dans Donc la nature humaine existe bien sûr dans ma tête. Enfin, si je connais la définition de la nature humaine, n'est-ce pas? Un enfant de 5 ans ne peut pas savoir, mais si dès qu'on sait que c'est la nature humaine, on a une définition, on a expliqué ce que c'est, et bien on sait ce que c'est. Et cette nature humaine existe en réalité, mais en état individuel, concrétisé, singulier, n'est pas en état universel. Et c'est ça la puissance de l'intelligence humaine, qu'elle a la capacité de connaître de la naissance de plusieurs choses, donc unir les choses, universelles. C'est unir les choses. Unum in mutis. Elle va voir ce qui est commun dans tous les individus. Et c'est ça justement leur essence. Ce que tout le monde a, et s'il n'a pas ça, il n'est pas la chose. Il n'est pas un homme. Il n'y a pas un homme qui n'a pas un corps. Sinon, il est mort, mais il a eu un corps avant. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'âme. Voilà. Alors, on ne saurait trop insister sur l'importance du problème de l'universel. Parce que vous savez, le nominalisme, il détruit l'intelligence humaine, on est capable de rien, et il va dire, ça n'existe rien du tout ce que je pense existe en réalité. Donc il va nier que vous avez une nature humaine qui correspond à l'autre. Le nominalisme, finalement, il va nier que vous avez quelque chose de commun. Oui, ça revient à ça. C'est fou. C'est contre l'évidence. Bien sûr, vous êtes deux personnes différentes, totalement différentes. Il y a quelque chose de en commun, c'est-à-dire qui veut la même chose. Comme Adam dit à sa femme, ah, enfin quelqu'un comme moi. Parce qu'il voyait que les animaux, là, il voyait un homme. C'était bien tuer une femme, mais en tout cas, elle avait la nature humaine. Hein. Enfin quelqu'un comme moi. Mais pas moi. Vous voyez, comme. Donc là, c'est comme moi, là, tout est dedans. Comme, ça veut dire pas tout à fait, c'est contre les réalistes absolus. Et moi, c'est quand même moi, là, comme moi. C'est contre les nominalistes qui disent non, ça ne correspond pas du tout avec moi. Il n'y a rien. Il dit comme moi. Deux mots. L'autre lit le comme et l'autre lit le moi. Alors, voilà. On ne pouvait pas trop insister. C'est pour avoir négligé, justement, de l'étudier, ce problème universel, que tant de philosophes et de savants de nos jours, restant attachés à cette idée naïve que la science doit être une pure et simple copie, un décalque de la réalité individuelle,
Euh, Ça, il y a une faute de frappe ici. Donc, c'est pour avoir négligé de l'étudier que tant de philosophes et de savants de nos jours, restant attachés à ces idées naïves que la science doit être une pure et simple copie, ressassent, il y en a. Bon, ça, c'est on répète souvent la même chose. Oui, ressassent contre l'abstraction, condition première et essentielle de toute science humaine, des lieux communs d'ignorants et invente à propos des principes des sciences, notamment des sciences mathématiques, des théories aussi vaines que laborieuses qui comportent pour unique issue la destruction radicale de la connaissance. Ça vient de Ressassin. Ça veut dire. C'est répéter sans cesse. Ah, d'accord, répéter. C'est s'obstiner à attaquer. Ah oui, oui. Donc, c'est tant de philosophes ressassent contre l'abstraction, condition première et essentielle tout à fait, des lieux communs d'ignorants, et inventent à propos des principes des sciences, notamment des sciences mathématiques, des théories aussi vaines que laborieuses. Donc, on va prendre ces théories comme réalité, n'est-ce pas? C'est encore un refus de se soumettre à la réalité. Voilà, c'est quand même, voilà, c'est un travail d'abstraction très utile, n'est-ce pas? Il faut un retour sur la connaissance. Donc j'ai parlé une heure et demie. Oui. On a commencé à 7h. Hein. Là, c'est 8h15. On prend une petite pause parce que j'ai fini un chapitre. Sauf s'il y a des questions. Je ne vois pas de chat. Si, le chat. L'abbé Cornélie nous a joint entre-temps. Madame Hanson aussi. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va faire une petite pause de 5 minutes. Merci.